Bonjour à tous, je vous remercie d'être présente. Sophie Piot et LHH. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur un sujet qui nous est cher parce que c'est notre cœur de métier, c'est la transition professionnelle. Alors, début 2020, avant la pandémie, les effets de plusieurs années d'embellie sur le marché de l'emploi se sont fait sentir et la conjoncture était vraiment porteuse. Et LHH et les équipes chez nous aux opérations, à l'écoute de leurs clients, des partenaires et des candidats, ont fait évoluer leur approche d'accompagnement sur les transitions professionnelles en y intégrant vraiment davantage d'outils digitaux et en institutionnalisant l'animation d'ateliers collectifs et d'échanges entre pairs qui étaient fortement plébiscités. C'est une approche qui s'est révélée gagnante et particulièrement efficace lors de la crise sanitaire du Covid-19, puisqu'elle a permis l'accompagnement personnalisé de plus de 70% de nos candidats cette année 2020 et en distanciel, avec des beaux succès. Alors, avec la crise sanitaire, la fragilisation de pans entiers de l'économie comme l'aéronautique, la restauration collective ou le commerce de détail, l'obsolescence de certains métiers et l'explosion du chômage, le rôle de l'accompagnement et la nécessité pour nos candidats de se tourner vers des reconversions et de réinventer leur parcours professionnel s'est fortement intensifié. Alors, début 2020, nous avions demandé au labo de réaliser un livre blanc sur l'accompagnement des transitions professionnelles. C'est notre métier, on avait envie d'en parler. Et nous l'avons complété cet été avec un focus qui a été fait spécifiquement sur les impacts de la crise, du Covid, du télétravail sur ces transitions, sur nos méthodes bien sûr, mais aussi le vécu de nos clients, de nos candidats, des partenaires sociaux. Et le constat qui a été dressé, c'est qu'aujourd'hui, les carrières ne sont plus linéaires. Mais que représente finalement une rupture de carrière, une transition de carrière pour un individu sur le plan professionnel, sur le plan aussi identitaire ou financier. Et puis, elle peut être vécue réellement comme un choc et elle fait vraiment appel à l'adaptabilité des salariés, c'est-à-dire à leur capacité de s'ajuster aux nouvelles circonstances, à trouver des ressources pour rebondir, à s'entraider, à travailler ensemble. Et ce n'est pas toujours des compétences qui sont innées. Et nous, c'est notre cœur de métier. C'est le cœur de métier de nos équipes, de nos consultants. Et c'est le sujet qu'on souhaitait partager avec vous ce matin. Alors, pour échanger avec nous, on a Géraldine Boursault, qui est la directrice des opérations de LHH France, Philippe Lescure, le directeur grand projet, et Nancy Béolet, qui est consultante experte image de marque. Elle nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Je vais vous partager mon document. Et on va regarder tout d'abord avec Philippe. Avec Géraldine, excusez-moi. C'est avec Géraldine qu'on va commencer. Une question, Géraldine, tu es directrice des opérations chez LHH. En quoi ce que tu peux observer aujourd'hui confirme que nous traversons un contexte qui est vraiment multiplicateur de transition? Oui, bonjour tout le monde. Il y a certes l'impact de l'année 2020, tu en parlais Sophie, mais la tendance vient de plus loin. Depuis 1980, on constate un accroissement du nombre moyen d'interruptions de carrière. De plus en plus de salariés de tout secteur, de tout type de poste connaîtront une transition professionnelle. Qui pouvait prédire il y a un an le retournement de secteurs comme l'hôtellerie-restauration ou l'aéronautique, qui étaient des secteurs en constante recherche de talents et qui aujourd'hui se voient contraints d'ajuster leurs effectifs. Le sujet, c'est aussi de savoir ce qu'on entend par transition professionnelle. On entend un temps de passage d'une situation à une autre qui provient d'un changement assumé ou non, abouti ou non, et qui nécessite par le salarié de la mise en œuvre d'une stratégie d'adaptation. Ainsi, la transition peut être définie par un passage de l'emploi vers le chômage, du chômage vers l'emploi ou encore de l'emploi vers l'emploi. Et le paysage économique de ces dernières années et la crise de 2020 ont généré des facteurs de démultiplication. Un indicateur illustre bien cela. C'est le taux de rotation de la main-d'œuvre. Ce taux a bondi de 38 à 177% entre 1982 et 2011 et n'a sûrement pas baissé depuis. Alors, que signifie ce taux? Il veut dire que pour 100 salariés qui étaient présents en 2011, il y a eu 177 actes d'embauche et de débauche. Nous savons aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de mouvements sur le marché du travail. Et on a 6 facteurs qui influencent directement ces mouvements. Le premier, c'est l'augmentation des fusions et des acquisitions.
Le second, la généralisation des plans d'ajustement d'effectifs. Troisième, les dépôts de bilan, les délocalisations, les démissions et enfin l'explosion des contrats courts. J'imagine que, comme pour moi, l'augmentation de ces facteurs sur ces dernières années ne vous a pas échappé. Pour autant, on peut apporter quelques précisions. Si on prend les fusions-acquisitions, elles se sont accélérées. Par exemple, 14% des PME de 100 à 250 salariés, ou 16,5% de celles qui ont un effectif compris entre 250 et 500, ont été absorbées par un groupe. Pour les plans d'ajustement d'effectifs, vous avez constaté, comme tous, l'évolution du cadre réglementaire qui en a rendu plus facile la mise en œuvre. Quant aux démissions, elles se sont accélérées sur certains secteurs d'activité, notamment, par exemple la data, grâce à la pénurie des talents qui a facilité les changements de poste à l'initiative de salariés. Vous savez aussi sûrement que désormais 92% des premières embauches se font en CDD ou en contrat de travail temporaire. Pour finir, en tant qu'opérateur de Pôle emploi sur le contrat de sécurisation professionnelle, qui est donc le dispositif d'accompagnement des licenciés économiques de Pôle emploi et que Pôle emploi donc sous-traite à des opérateurs comme LHH, nous observons depuis septembre une augmentation notoire du nombre de salariés à prendre en charge. C'est notamment lié au redressement judiciaire de grandes entreprises, mais aussi à une augmentation de flux qui est caractérisée. En conclusion, que ce soit le contexte économique, les évolutions du marché de l'emploi ou encore les évolutions sociétales, tout concourt à multiplier ces transitions professionnelles. Merci Géraldine. On voit que tu poses ici un contexte qui est particulier. Je vais passer des petites dans nos slides des extraits de notre livre blanc du labo. On voit ici expliciter la stratégie RH derrière le plan social donne de la perspective aux partenaires et aux collaborateurs. C'est un verbatim d'un DRH dans la grande distribution. J'aurais voulu, Philippe, voir avec toi, tu pilotes des grands projets de restructuration et de transition de carrière. Quel est ton rôle, toi, en tant que directeur de projet vis-à-vis de tes clients et de leurs collaborateurs? Alors, bonjour à tous d'abord. Alors juste oui, pour rappeler le rôle d'un directeur de projet, bon, bien sûr, assurer la bonne réalisation des missions qui me sont confiées, avec du conseil RH tout le long de la mission. Ensuite, bien sûr, le but principal, c'est que chaque salarié accompagné ait un projet professionnel abouti à la fin de son accompagnement. C'est là-dessus qu'on est attendu. Alors, je travaille bien sûr avec les équipes RH, les représentants du personnel, qui sont des acteurs majeurs des dispositifs, les salariés accompagnés, et puis les équipes de consultants et de chefs de projet. Alors, c'est une alchimie complexe, il faut l'avouer, à mettre en place, parce qu'il y a des enjeux humains et de fortes attentes décuplées dans le contexte actuel, mais c'est également passionnant humainement et professionnellement. Ce que j'ai pu constater, alors dès le mois de fin mars, début avril l'an dernier, sur les projets que j'ai pu accompagner, d'abord, très clairement, une plus forte anxiété des salariés qui étaient en repositionnement, voire des situations de forte fragilité qu'on a rencontrées. Et on a eu beaucoup de demandes de salariés qui ont souhaité faire une pause sur leur accompagnement ou décaler carrément leur accompagnement. Et on a été très souple sur ce sujet-là. Ce que je conseille, et vous le savez, et on le conseille systématiquement, c'est que les clients mettent en place une cellule d'écoute en parallèle des prestations faites par LHH. C'est indispensable dans la situation actuelle. Ça l'est carrément tout le temps, mais ça l'est tout particulièrement en ce moment. Et je pense que c'est vraiment complémentaire de nos métiers. On a également, ça a été un vrai sujet, eu à faire un très gros décalage des formations longues, avec des conséquences sur les projets, puisqu'il y a eu des retards sur les projets qui étaient développés par les salariés, qui étaient des reconversions souvent, des formations décalées sur la période Pôle emploi, ce qui a un impact, et du coup, le candidat doit être en principe en recherche d'emploi. Donc, il a fallu aussi parfois négocier avec Pôle emploi sur le sujet de ces formations décalées. Je conseille très fortement, c'est un petit retour d'expérience, de choisir des organismes capables de basculer en distanciel. Ça n'a pas été le cas de tous, et je pense que c'est un critère de choix quand c'est possible, puisqu'il y a des parties de formation qui ne sont pas distancielles. Bien sûr, un marché de l'emploi sinistré, alors pas sur tous les secteurs, je rassure tout le monde, en tout cas en suspens ou décalé sur d'autres secteurs, avec des décalages de prise de poste. J'ai eu plus des décalages de prise de poste que des interruptions de période d'essai, ce qui est plutôt aussi un signe rassurant. Bien sûr, une période de réflexion plus longue de la part des salariés sur les hésitations, sur les départs volontaires, même si on atteignait des objectifs, on avait vraiment une hésitation, une plus grande réflexion pour changer de métier ou se lancer dans la création d'entreprise.
Donc, il demande quand même beaucoup de qualité et bien entendu de volonté, encore plus dans le contexte actuel. Il y a une chose aussi qui est humaine et pas du tout négligeable, c'est que les salariés ont été privés aussi des départs classiques, c'est-à-dire que qu'ils soient contraints ou même volontaires, impossibilité de dire au revoir à leurs collègues parce que du jour au lendemain ils se sont retrouvés chez eux, plus de pot de départ sur les retraites et volontariats. Ça paraît anecdotique, mais c'est important. On a senti que ça, c'était un manque fort pour les salariés, que c'était fragilisant. Alors bien sûr, pour répondre à ces situations, adaptation. Il a fallu très clairement que je redouble, et mes collègues aussi, de disponibilité, d'écoute, d'imagination, de réactivité. Être réactif, devoir d'alerte aussi, fondamental. Donc entre des commissions de suivi avec les représentants du personnel et les RH. Donc il y avait une forte attente. On a beaucoup investi depuis 2 ans et ça nous a beaucoup aidé sur le digital, puisque tous les consultants sont équipés. Ça permet finalement de maintenir un lien social avec les candidats qu'on accompagne et l'accompagnement des salariés avec un bon niveau de qualité. Et ça a été vécu dans les enquêtes qualité. On a également anticipé, renforcé la formation des candidats, puisque comme ils étaient disponibles aussi bien sur les formations que sur la recherche d'emploi, on a anticipé les techniques de recherche d'emploi. Par exemple, le travail sur le CV, les lettres de motivation. Et puis, sur les salariés fragilisés, on a parfois à leur demande de décaler l'accompagnement ou allonger l'accompagnement. On a aussi cette souplesse d'allonger l'accompagnement parce que il faut le faire au bon moment. On a augmenté le nombre d'ateliers d'échange entre les salariés. Et puis voilà, le point important aussi, c'est prendre soin des consultants, parce que les consultants, eux aussi, ils absorbent le stress supplémentaire. Et avec l'aide des managers, on a vraiment maintenu toutes les semaines des échanges en Teams ou autres réguliers avec ces consultants. Alors, dernier point, une énorme tendance qui s'était amorcée un petit peu avant, mais qui s'est accentuée sur vraiment un passage des métiers ayant l'autonomie, les passions de la vie, l'activité professionnelle, autour par exemple du consulting, beaucoup de consulting, du bien-être, de la nature, des métiers d'art et un retour aux régions. Il y a eu aussi ce phénomène. Je crois qu'il y a eu une réflexion après le premier confinement. On a eu pas mal de demandes de dépaysement de l'accompagnement en région. Voilà ce stade, moi, des constats que j'ai pu faire en tant que directeur de projet. Merci beaucoup Philippe. Géraldine, tu animes l'ensemble de nos équipes de transition de carrière en France. Tu participes aussi à la transformation de nos méthodes, nos pratiques à un niveau avec le groupe. Selon toi, est-ce qu'il y a une méthodologie, une approche spécifique qui va permettre vraiment de la réussite d'un accompagnement de transition de carrière? Alors, les dizaines d'années d'expérience de notre cabinet sur des centaines de milliers de candidats de tout poste, de tout secteur, de toute région, nous accompagnons au quotidien plus de 25 000 candidats. Nous ont permis d'arriver à la conclusion que la meilleure méthode n'est pas celle qui se mesure en nombre d'entretiens individuels avec le même consultant, mais celle qui s'est combinée avec pertinence des étapes différentes, des modalités variées et des experts complémentaires. Si longtemps la responsabilité de l'accompagnement a reposé sur les seules épaules d'un consultant, aujourd'hui, ce même consultant structure la démarche du candidat pour lui permettre de bénéficier d'une multitude de ressources et d'interlocuteurs. Le consultant a donc un rôle de consultant référent qui s'emploie à aider le candidat à retrouver du rythme, à canaliser ses énergies en lui offrant un cadre et un environnement capacitant. Ainsi, nos consultants référents guident les candidats au sein de la palette de services et outils que nous mettons à disposition. En quelque sorte, c'est comme un programme éprouvé et dont on pourrait personnaliser, voire sauter des étapes selon les besoins de chacun. Alors, dans ce programme, qu'est-ce que vous trouvez? Vous y trouvez les services d'experts, comme l'expert image de marque. Nous avons la chance d'en avoir une avec nous sur ce plateau aujourd'hui, et Nancy vous parlera bien mieux que moi de son métier. Ou encore l'expert marché, dont le rôle est de travailler des relations privilégiées avec les entreprises qui recrutent sur les bassins d'emploi. Dans ce programme, on y retrouve aussi une offre complète de webinars, qui sont d'ailleurs plébiscités dans toutes nos enquêtes, Philippe en a parlé, car ils prodiguent des apports théoriques qui seront ensuite travaillés lors de multiples ateliers que nous mettons à disposition. Dans ce programme, vous y trouvez aussi un outil digital qui, au-delà de toute l'information mise à disposition, permet de bénéficier d'une formation en ligne. Et on constate que l'attrait pour cette offre digitale, malgré parfois les réticences du démarrage, grandit au cours de l'accompagnement. On constate 22 connexions en moyenne dans les 3 premiers mois et plus de 95 connexions pour les candidats accompagnés. Dans ce programme, on y retrouve aussi des séances d'accompagnement en collectif qui mettent en relation plusieurs candidats et se réalisent dans un rythme soutenu. Enfin, si on rajoute que nos consultants référents sont spécialisés par type de parcours,
parcours emploi, parcours reconversion, parcours création d'entreprise. Vous avez la recette de notre conviction. La force de notre méthodologie réside dans le fait qu'elle est sur mesure et multimodale. Merci Géraldine, je pense que c'est clair et merci aussi pour la force avec laquelle tu portes cette méthode. Nancy, tu es expert image de marque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un expert image de marque? Est-ce que tu peux nous parler de ton métier? Bonjour à tous, oui, avec plaisir Sophie. Alors d'abord, il faut rappeler que l'image de marque professionnelle, c'est le processus qui consiste à se démarquer des autres candidats en présentant sa valeur unique via l'ensemble des outils numériques à disposition sur le net, le CV digital, les réseaux sociaux professionnels, les job boards notamment. L'importance de ces vecteurs de communication professionnelle est aujourd'hui plus que jamais essentielle et rendue incontournable car le contexte sanitaire coupe finalement les candidats des autres modes de communication directe habituels. Donc mon rôle, c'est d'apporter mon expertise aux candidats en renfort de leurs référents, dans l'optimisation de leurs outils et de leur image de marque virtuelle, de façon à les rendre visibles et attractives pour les recruteurs potentiels. Contraints par ce contexte inhabituel, beaucoup de candidats n'y sont pas préparés. Nous devons donc, lors de notre intervention, faire face à 3 grands types de réactions des personnes accompagnées. Il y a tout d'abord les personnes qui pensent que ces outils numériques ne les concernent pas. Alors, il s'agit souvent de candidats peu ou pas qualifiés qui ne connaissent pas ces outils et ne savent pas les utiliser. Comme cet agent logistique, par exemple, que j'ai eu récemment, qui était persuadé que ces outils ne le concernaient pas, et puis qui finalement, avec notre aide, a bâti et optimisé son profil LinkedIn en plus de son ICV. Quelques semaines plus tard, sa consultante référente m'a indiqué qu'après avoir obtenu plusieurs entretiens grâce à la mise en place de ces outils, eh bien, il avait décroché un poste, alors que jusque-là, aucune de ces candidatures classiques n'avait abouti. Ensuite, on a également affaire à des candidats qui sont présents sur ces réseaux, qui pensent bien utiliser ces outils, mais finalement, non. Et là, je pense à un cadre supérieur spécialisé dans la communication qui, lors de notre échange, a commencé par m'indiquer qu'il était très présent sur ces réseaux et n'avait donc pas besoin de conseils. Après lui avoir proposé, comme nous faisons avec chaque candidat, de vérifier ensemble son e-réputation en le googlisant, il a été très déstabilisé en constatant via mon partage d'écran, les résultats. En fait, il était effectivement bien présent sur le réseau LinkedIn, mais il avait au total 3 profils. 3 profils très différents avec des titres de poste variés, des expériences où il avait complété certaines parties différentes en fonction de ses profils, ce qui floutait complètement son message. Donc, nous avons procédé ensemble au nettoyage de son e-réputation, si l'on peut dire. Et puis, quelques mois plus tard, eh bien, il m'a recontacté pour m'indiquer qu'après une recherche qui s'essoufflait, alors à l'époque, il mettait cela sur le compte de sa seniorité, il avait enfin décroché des mises en relation très intéressantes, dont 2 pistes sérieuses. Et puis enfin, 3e type de réaction, on a des personnes qui n'y croient pas. Ce sont souvent des personnes très méfiantes à l'égard des réseaux et d'Internet en général. Et je pense là à un directeur de production dans l'industrie agroalimentaire qui d'emblée m'a indiqué qu'il n'était pas visible sur Internet et qu'il ne souhaitait pas l'être. Alors, le travail avec ce monsieur a consisté à lui présenter les réseaux sociaux professionnels, notamment LinkedIn, et surtout, grâce à la bonne gestion des paramètres de confidentialité, de lui montrer qu'il pouvait être présent tout en gardant le contrôle de l'information qui circulait le concernant. Et à force de persuasion, en échangeant avec lui, eh bien, il a accepté de bâtir son profil avec notre appui, de l'optimiser. Et depuis, eh bien, il est devenu très actif. Il me donne d'ailleurs régulièrement des nouvelles sur le réseau. Il est toujours en formation qualité, mais il m'a indiqué tout récemment qu'il avait déjà des prises de contact intéressantes qu'il pourra exploiter dès la fin de son cursus.
Merci Nancy pour ces petits retours. Philippe, on comprend au travers du témoignage de Nancy que chaque accompagnement finalement est différent. Qu'est-ce que tu constates toi en tant que directeur de projet? Comment accompagnes-tu tes équipes pour faire que chaque parcours soit unique et adapté à la personne accompagnée? Alors tout à fait, c'est tout l'intérêt du métier et je pense que c'est pour ça qu'on le fait. On est en fait en devoir, en tant que grand cabinet, bien évidemment, d'avoir des méthodologies qu'on fait évoluer d'ailleurs régulièrement, tous les 2 ans, parce que le marché évolue, des outils, des process modernes et efficaces au service des salariés, de tout statut ou secteur, mais comme dans tout métier qui est lié à l'humain, nous devons partir de chaque situation individuelle et géographique, c'est aussi une donnée importante aujourd'hui, et construire à partir d'un diagnostic individuel et personnalisé un programme d'accompagnement individualisé et adapté. C'est ce qui fait tout l'intérêt du métier. Donc, en fait, moi, je crois que l'objectif, c'est vraiment de guider, de conseiller, de coacher le salarié, de l'entraîner aussi, pour l'entretien, par exemple, afin de lui permettre d'atteindre son objectif professionnel. C'est ça le cœur du métier. Tout en le sécurisant le plus possible, en développant son autonomie et sa capacité, alors je n'aime pas le mot, mais c'est la réalité, à se vendre ou à offrir ses compétences. Et bon, passer de chasseur de tête m'a convaincu de cela. C'est pour ça qu'on a des consultants spécialisés sur différents secteurs. On a des consultants qui font vraiment que de la création auprès des entreprises. D'autres sont plutôt focalisés emploi ou formation. Alors, compte tenu du contexte, on a eu aussi un rôle supplémentaire à mon sens. Il fallait aider certains salariés, pas tous, certains ont retrouvé des postes dans leur secteur, dans leur domaine et sur leur métier. Mais il fallait aussi expliquer aux salariés et leur faire accepter qu'il existait des opportunités et faire le deuil pour certains de leur secteur initial. Et c'est aussi ça notre devoir, de les aider à, se transformer et à réfléchir et à pouvoir trouver des solutions pour s'ouvrir à tous ces secteurs-là. Alors, on a des leviers qu'on étudie et qu'on développe chaque fois. Il fallait se projeter dans un nouveau secteur et métier en cassant le discours qu'on entendait régulièrement, les consultants. Ces postes ne sont pas pour moi, ils ne prennent pas en compte mes compétences ou je n'ai aucune chance. Donc, c'est ça aussi notre travail. C'est de sécuriser et d'aider les personnes à rebondir et à passer sur autre chose, à trouver d'autres solutions, être imaginatif. Et puis, il a fallu se remettre dans une dynamique de formation. Voilà, c'est une des clés essentielles de la période. On le voit d'ailleurs sur le volontariat, on a une très forte montée des départs pour formation longue. Ça peut être de la VAE, c'est aussi l'occasion de faire une VAE et on les accompagne dans ces sujets-là, ou de faire des formations au cours d'adaptation. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, et on le sait, sur les durées de congé d'emplacement ou de congé mobilité, pour mieux accompagner les salariés, tout particulièrement, et aussi les orienter vers le marché caché. Le marché caché, c'est 70% de l'emploi, et tout le monde n'en est pas encore convaincu, en tout cas n'a pas encore cette information-là. Voilà un petit peu ma vision sur cette partie-là. Merci beaucoup Philippe. Nancy, tu nous as partagé quelques retours d'expérience. Est-ce que tu pourrais approfondir et nous donner quelques éléments, quelques retours de belles histoires que tu as vécues avec des candidats? Oui, bien sûr. Là aussi, avec plaisir. Alors, je pensais vous parler de 2 candidats accompagnés tout récemment, qui sont pour moi de très belles réussites et qui ont su surtout s'adapter à ces outils digitaux. Alors, je pense d'abord à Caroline. Caroline est une contrôleuse de gestion expérimentée. Et en fait, cette dame avait beaucoup de mal à valoriser, comme beaucoup de seniors, son expérience sur son CV, sans être trop redondante. Alors, on a travaillé en ce sens son CV digital, notamment grâce aux réalisations et à une méthode qui permet de les exprimer de manière synthétique sur son CV. Et on a mis en place et optimisé son CV digital. Ça, c'était juste avant les vacances. Eh bien, en tout début d'année, j'ai eu le plaisir d'avoir une bonne surprise puisque sa consultante référente m'a indiqué par mail que grâce à ce travail réalisé avec elle, eh bien, elle avait décroché un entretien alors que jusque-là, elle n'arrivait pas à le faire du tout. Et elle avait été embauchée par une filiale d'Orange comme contrôleur de gestion principale avec une prise de poste effective en tout début d'année 2021. Et puis, je pense, dans un autre registre, un profil un peu différent. Il s'agit de Sébastien, un jeune ingénieur diplômé. Alors, Sébastien, un peu comme le cadre que je citais tout à l'heure, il m'a indiqué qu'il était très présent sur les réseaux, qu'il était très actif et qu'il ne sollicitait pas de conseils sur ce point. Là aussi, avec Sébastien, eh bien, nous avons vérifié son e-réputation
grâce à la googlisation, comme le referait un recruteur potentiel. Et alors ensemble, là aussi, nous avons constaté via le partage d'écran, eh bien qu'il était bien présent sur les réseaux, effectivement, très visible, mais pour une toute autre activité que son positionnement professionnel. En fait, Sébastien, toute sa vie étudiante était très militant et engagé durant cette étude, mais finalement, il était clairement identifié pour ces activités-là dès les premières pages de résultats. Alors ainsi, sa communication sur la recherche d'opportunités professionnelles était reléguée aux deuxièmes pages des résultats Google. À ce moment-là, nous avons convenu ensemble de travailler là aussi sur un nettoyage des informations qui circulaient le concernant et nous avons procédé à un repositionnement de son image. Depuis, bien, j'ai eu la joie d'apprendre par le réseau que Sébastien a trouvé son premier poste au sein d'un bureau d'études reconnu. Et puis, il continue à me tenir informée et à me donner des nouvelles régulièrement. Merci Nancy. Géraldine, une salariée que nous avons accompagnée évoque dans le livre blanc les équipes de dynamisation en disant se faire secouer, ça fait du bien. Alors, est-ce que tu peux nous en parler et nous donner un petit peu l'objectif de ces groupes et comment ça fonctionne? Alors, la réalisation de focus group ou d'enquête auprès de nos candidats nous a effectivement appris qu'au final, pendant leur accompagnement, ceux-ci ont apprécié être challengés, reboostés, voire, comme la candidate que tu cites, se faire secouer. Et ainsi, un des must-have de notre accompagnement est devenu ce que nous appelons les équipes de dynamisation. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de réunir très régulièrement un groupe de candidats, en général tous les mois, voire 2 fois par mois, au sein de nos bureaux, mais bien sûr de plus en plus en distanciel en ce moment. Ce groupe est animé par un consultant qui joue alors un rôle de facilitateur. L'enjeu est de créer des moments de confrontation positive, des moments d'échange fructueux entre candidats, voire des moments de résolution de problèmes. Ces sessions collectives sont une offre à très forte valeur ajoutée, et ce, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la qualité de l'animation par le consultant. Animer une session de dynamisation ne requiert pas les mêmes compétences que la réalisation d'entretiens individuels. Les consultants passent en posture de facilitation. Ils doivent distribuer la parole, relancer les sujets, dynamiser les échanges, maintenir l'ambiance, faire accoucher le groupe de solutions. La deuxième raison est la rencontre entre pairs. Cela permet d'élargir son champ de référence et de créer du lien. La troisième réside dans l'extrême régularité et la fréquence. Ces réunions deviennent un véritable rituel dans l'agenda et donnent du rythme à la recherche d'emploi ou à la construction de son projet de reprise ou de création d'entreprise du candidat. Et vous n'imaginez pas en période de confinement combien de retours nous avons eus signalant que ces sessions permettaient de rompre de l'isolement. En effet, nos consultants, comme le disait Philippe tout à l'heure, très vite au printemps, ont su basculer en distanciel et ont été formés pour réaliser ces sessions de dynamisation par eux. La quatrième raison, c'est la confrontation pour les candidats de leur posture et de leurs idées. Vous avez à l'écran le commentaire d'une responsable packaging. Et ce climat bienveillant que savent instaurer nos consultants crée un lieu, effectivement, où peuvent s'entendre des commentaires qui, en d'autres occasions, pourraient blesser. Et là, cela fait progresser. C'est notamment pourquoi cette approche collective est très utilisée dans les parcours spécialisés de nos candidats entrepreneurs, pour lesquels sont organisés ce que nous avons renommé des barcamps thématiques. Par exemple, vous y trouvez un barcamp pitch, où un candidat entrepreneur dont le projet devient mature va pouvoir apprendre et surtout s'entraîner à pitcher devant des pairs. Enfin, la dernière raison, et non des moindres, est que ces sessions génèrent des échanges et des apports inégalables dans le travail des réseaux. Il y a des effets de démultiplication, de solidarité, d'échange d'informations, de noms, de contacts, d'opportunités. Et ces liens durent souvent bien au-delà de l'accompagnement chez nous. Beaucoup vont continuer à se voir une fois leur accompagnement terminé. Nous avons beaucoup de belles histoires sur ces réseaux, voire des amitiés créées grâce à nos sessions de dynamisation. En effet, pour un candidat donné, le nombre de sessions de dynamisation peut monter bien au-delà de 10 par accompagnement. Cela laisse du temps pour créer du lien. Je te remercie beaucoup, Géraldine. On va maintenant passer à la partie questions-réponses.
Donc, si vous avez des questions, je crois qu'il y en a déjà pas mal dans le chat. Donc, je vais le regarder et je vais essayer d'en poser quelques-unes. Alors, excusez-moi, je les ai sur un autre PC. Donc, alors, une question pour Philippe. Est-ce que vous avez des infos qui sont spécifiques ou différenciantes sur le secteur de l'agroalimentaire? Alors, bonne question. Je rappelle quand même que tout le secteur alimentaire fait partie des secteurs pour lesquels les ventes ont augmenté pendant cette période et par conséquent, le secteur agroalimentaire fournit tout ce qui est grande surface et co. Donc, on a pu constater malgré tout une augmentation des possibilités de se faire recruter. Les délais sont parfois un peu plus longs, mais cette montée en puissance de la consommation des consommateurs sur ces aspects-là, finalement, est assez positive et constructive par rapport à ça. Du coup, en tout cas, travaillons depuis quasiment 11 ans pour un grand groupe dans ce domaine. On a des repositionnements qui se font sur tout type de métier et dans des délais raisonnables. Alors, un peu plus longs que d'habitude, bien entendu, mais honnêtement, on arrive à des résultats plutôt bons dans ce secteur-là. Merci Philippe. Deuxième question, peut-être pour Géraldine. Est-ce que vous travaillez sur l'entretien de recrutement digital? Alors, il y a deux questions dans la question selon moi. Il y a le digital dans son ensemble. Effectivement, apprendre à parler devant une caméra, à parler en distanciel, c'est quelque chose de différent. Et nos consultants aujourd'hui sont eux-mêmes formés. Ils ont d'abord dû se former eux-mêmes à réaliser leur métier en digital. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, un des enjeux, c'est que la quasi-totalité des entretiens de recrutement se font par digital, et être à l'aise avec ce mode de fonctionnement nécessite un apprentissage que maintenant nos consultants sont à même de produire. Merci beaucoup. Une autre question sur le secteur IT et informatique. Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on peut donner comme information sur ces secteurs et sur les tendances de recrutement et les accompagnements de ces candidats? Peut-être Philippe? Tu n'as pas le micro, Philippe. Également, alors un ralentissement, certes, des recrutements, de manière générale sur tous les postes. Un phénomène comme qu'on constate beaucoup sur les seniorités, plutôt des créations de structures, beaucoup de consulting sur les seniors, qui montent des structures indépendantes, qui ont vraiment du coup une activité fournie par les entreprises pour lesquelles ils travaillent, mais qui s'orientent de plus en plus vers la création d'entreprises. Ça, c'est vraiment un constat que j'ai depuis 1 an et demi, 2 ans. Après, sur tout type de métier, il y a encore bien sûr du recrutement, mais peut-être de manière moindre, avec peut-être plus de concurrence en matière de candidature, mais on a encore des résultats dans ces domaines-là, puisque c'est comme des profils qu'on accompagne beaucoup. Et puis après, il y a toute la partie intelligence artificielle et data science, alors pour aller un peu plus loin, qui lui est vraiment une augmentation de recrutement de 40%, ce qui est énorme en 2020. Donc même dans cette période-là. Et donc c'est vraiment un secteur sur lequel il faut s'orienter, à mon sens, qui fait partie des 15 secteurs sur lesquels il y a vraiment des métiers d'avenir, même si les autres vont continuer, bien entendu, mais sur ces 15 secteurs qui ont été constatés, que je pourrais vous donner tout à l'heure, il y a vraiment des métiers d'avenir. C'est assez encourageant. Il faut être aussi optimiste. En tous les cas, on a des périodes d'accompagnement plus longues, des retours à l'emploi plus longs. Mais si je regarde sur toutes les missions que j'accompagne, on n'a pas eu finalement d'interruption de période d'essai. Ça a été extrêmement rare. C'était plus des décalages de démarrage de contrats. Et plus généralement, au-delà des deux secteurs sur lesquels on a eu des questions, certes, le contexte est destructeur d'emplois. Je pense qu'on est tous d'accord avec ce constat, mais il est aussi, comme le souligne Philippe, générateur d'opportunités. Et finalement, le nombre d'offres d'emploi en 2020, n'aura baissé entre 10 et de 8% par rapport à 2019, sachant que sur le mois de décembre, le nombre d'offres d'emploi était en progression de plus 6% par rapport à l'année précédente, au mois de décembre de l'année précédente. C'est-à-dire que oui, il y a des pans entiers où il y a des destructions d'emplois. Et donc, un des enjeux, ça va être aussi de faire le deuil peut-être de son secteur initial et d'aller là où il y a des emplois qui sont générés, parce qu'il y a des emplois qui sont en train de se créer et qui sont en forte croissance en ce moment. Et ça, c'est pour donner une note positive et par rapport au travail que exercent au quotidien nos consultants et à
tous les salariés qui sont en ce moment en repositionnement. Merci Géraldine, Philippe. Une question sur l'image de marque. Je vois que Nancy a fait des émules. On demande si la prestation image de marque, elle peut être finalement accessible en prestation unique. Alors, malheureusement, pour l'instant, non. Comme l'expliquait Géraldine tout à l'heure, nous travaillons vraiment en équipe, c'est-à-dire en ligne, en chaîne, de façon à proposer au meilleur moment l'accompagnement le mieux adapté par rapport à la situation de chaque candidat. Du coup, aujourd'hui, l'expertise image de marque, elle est inclue dans l'ensemble d'une prestation d'accompagnement dans le cadre de dispositifs spécifiques. Peut-être que ça sera plus tard le cas. Pour l'instant, ça ne l'est pas en tout cas. Une idée d'offre, Géraldine? La question ne m'étonne pas, on l'a régulièrement. Cela voudrait dire aussi, peut-être, on l'a même en B2C, c'est-à-dire pas uniquement dans le cadre de l'achat par une entreprise de cette prestation uniquement, mais de l'achat en direct par des salariés qui aimeraient bien être conseillés sur leur e-réputation, sur leur e-CV et bénéficier de l'expertise qu'a pu décrire Nancy. C'est clair que il y a une idée d'offre, effectivement. Aujourd'hui, nous avons à cœur, la réponse de Nancy est exactement celle-là, de l'intégrer dans un parcours complet, parce que la conviction, comme j'ai pu le dire, c'est que c'est un travail d'équipe, c'est la multitude de ressources, d'outils et d'experts qui interviennent autour du salarié qui font la réussite de l'accompagnement. Et on tient absolument à préserver cela. Pour autant, cette question, on nous l'a posée bien des fois. Je vois Nancy qui soit directement consultant comme par ailleurs. Alors toujours question offre. On nous demande également est-ce que non, c'est pas sur l'offre. On nous demande est-ce que aujourd'hui vous vérifiez des résultats qui sont plus positifs sur les profils seniors qui se trouvent dans le contexte du Covid, notamment par rapport à l'environnement et par rapport aux outils digitaux. Est-ce que ça a un impact en fait par catégorie de population entre les seniors et les plus juniors? Peut-être Philippe. Alors, d'abord, dans ces populations, alors il faut voir ce qu'on entend par seniorité. Alors, ayant 57 ans, je m'autorise. C'est dans ces secteurs-là qu'on a eu beaucoup d'orientation vers les métiers du coaching, de la naturopathie, des métiers de bien-être, de métiers plus proches des régions, de l'immobilier, de manière assez significative sur les différents plans que j'accompagne dans tous les secteurs. Donc, on a bien sûr des durées d'accompagnement plus longues, mais du coup, les durées de congé de reclassement, de congé de mobilité ont été allongées. Et tout particulièrement sur ces personnes, il y a des dispositifs allongés, qui peuvent aller au-delà des 15 mois, et qui permettent donc de prendre le temps nécessaire, sachant qu'en effet, les process de recrutement sont plus longs. Je pense qu'il faut se dire les choses. Beaucoup d'orientation sur le consulting, je l'ai dit, sur certains types de métiers. C'est l'offre qui est présente sur le marché, et qui n'est pas forcément du CDI. Donc parfois, c'est aussi une capacité de convaincre les salariés de s'orienter vers ça, qui n'est pas forcément tout à fait simple au départ. On parlait tout à l'heure de l'agroalimentaire. J'avais juste un petit complément important et qui est intéressant. C'est certain que tout ce qui est supermarché a licencié sur la partie non alimentaire qui ne marchait pas. Mais si on prend le drive a triplé son chiffre d'affaires. Et vous avez eu 86% de croissance de recrutement dans le secteur drive. Donc, vous voyez, il y a toujours quand même des moyens de rebondir, même en sortant du même secteur. Donc, sur les seniorités, je pense que nous, on a un accompagnement encore plus profond, plus présent, et on arrive aussi à des résultats. Mais j'ai vraiment de plus en plus de salariés qui s'orientent vers des retours en région et vers des métiers qui font pas, alors soit leur passion au départ, soit des enjeux peut-être financiers qui sont un peu différents. Pas forcément la volonté d'avoir les mêmes revenus, mais d'avoir une qualité de vie, de s'orienter vers des choses qui les sortiront parfois de la région parisienne, faut se le dire, mais aussi d'un contexte de travail assez stressant. Voilà. Et puis quand on a des solutions plus difficiles à trouver, on renforce l'accompagnement et l'engagement qu'on prend surtout sur ces personnes-là, c'est de les accompagner jusqu'à la solution. Donc on va au-delà du congé de reclassement. C'est aussi un phénomène qu'on constate pendant cette période-là. Merci Philippe. On a une question, Nancy, pour toi. Qu'est-ce que tu penses, toi, du CV vidéo? Alors, je vais essayer de me distancer de cette réponse parce que je pense que ce qui intéresse tout le monde, c'est
quel est l'intérêt de ce CV vidéo, plus que mon avis. Mais en fait, ce qu'il faut, d'abord, il y a un constat. Même si c'est pas du tout systématisé, c'est de plus en plus courant. Ça s'est évidemment démocratisé avec l'impact du Covid et sur l'impossibilité de rencontrer physiquement les candidats, ce qui permet d'abord aux recruteurs d'avoir ce qu'on pourrait appeler un mixte entre un entretien de recrutement et un CV. Finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet outil peut fonctionner et peut avoir un vrai intérêt à condition d'être bien maîtrisé par les deux parties. Parce que du côté des recruteurs, pour utiliser un outil de recrutement comme le CV vidéo, bien il faut quand même avoir s'être préparé à recruter un peu différemment sur des critères différents qui impliquent une préparation autre pour les recruteurs. Et c'est exactement la même chose du point de vue des candidats. C'est-à-dire que ça demande une préparation différente. C'est un vrai mix entre un CV digital tel qu'on peut le mettre en place, qui est un outil formel, un outil qui ne permet pas la nuance, on n'est pas là pour expliquer, et un entretien de recrutement. La seule différence, c'est qu'on ne va pas poser de questions puisque le candidat va dérouler son parcours. Donc oui, pourquoi pas, c'est un outil qui peut fonctionner, je dirais, à condition de s'y être bien préparé. Alors, Géraldine, on a une question sur la prise en compte dans nos parcours de la santé de nos collaborateurs. Alors, nos consultants ne sont pas médecins. Donc, leur sujet, ce n'est pas de traiter la santé ou de pouvoir résoudre ou prendre en charge. En revanche, tenir compte d'éléments de santé qui vont de sujets bénins à sujets plus graves dans la manière d'accompagner fait partie du savoir-faire de nos consultants. En revanche, je pense qu'il ne faut pas mélanger les métiers. Enfin, je sais pas jusqu'où allait la question, si c'était sur des modalités, par exemple logistiques de prise en charge. Le fait de tenir compte de la santé, notamment peut-être aussi du contexte émotionnel. Pas tout le monde fait face à des transitions professionnelles de la même manière. Les personnes entrent dans l'accompagnement avec nos consultants de manière très, très fragilisée. Et nos consultants savent déceler cela et en tenir compte dans leur approche. Et c'est aussi, Philippe complétera peut-être, le rôle du directeur de projet de moduler, de conseiller le consultant dans justement la composition. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait un programme éprouvé dont on pouvait sauter les étapes ou en rajouter ou les inverser. Et cette capacité de personnalisation en fonction du sujet de santé est bien sûr prise en compte. Pour autant, soyons clairs, nous ne sommes pas des professionnels de la santé. Si la santé ne permet pas de bénéficier de l'accompagnement et de tirer bénéfice de ce que peuvent apporter les consultants, mieux vaut repousser, suspendre. Cela n'est pas notre métier, ce sont deux métiers différents. Je pense, Philippe, que tu vas compléter. J'y faisais une allusion tout à l'heure dans les constats que je faisais et avec le conseil qu'on donnait aux entreprises systématiquement de prendre des cellules de soutien psychologique. C'est parce que le consultant, bien évidemment, fait preuve de psychologie et va gérer le salarié de manière individuelle et donc va prendre en compte et alerter, bien évidemment, le directeur de projet. Tous ces sujets, ils sont abordés lors des commissions de suivi et c'est là que le rôle des partenaires sociaux, des RH et cette alchimie qu'on essaie de créer est important. Cette capacité d'alerter, souvent de suspendre l'accompagnement, de renforcer l'accompagnement, parfois de changer de consultant aussi, ça peut arriver, avoir quelqu'un qui ait une approche différente, mais la suspension est souvent la bonne solution. Nous rencontrons de plus en plus de problèmes, en effet, de salariés avec des addictions, particulièrement. Moi, j'ai eu l'occasion, et c'était très enrichissant, de travailler avec des spécialistes de ces domaines-là. Mais encore une fois, voilà, il faut faire très attention et être très humble. Ça n'est pas notre cœur de métier, mais nous devons faire preuve de psychologie, prendre en compte ces situations. C'est le rôle du directeur de projet, du chef de projet, d'alerter les commissions de suivi, d'alerter les acteurs majeurs, et on prend des décisions tous ensemble. Et du coup, l'accompagnement se fera sur une durée plus longue et on aboutit parfois à des résultats qui sont assez merveilleux. Moi, j'ai des cas très spécifiques sur les problématiques d'alcoolémie. On a réussi vraiment à sortir certains salariés de difficultés qui traversaient depuis des années, qui avaient été accentuées. Et c'est avec la satisfaction et d'arriver à un résultat
d'avoir aidé cette personne à sortir de cette situation, ben, humainement, je le dis, c'était extrêmement important pour nous et c'est très enrichissant. C'est ce qui fait l'intérêt de ce métier aussi. Hein. On n'a pas toujours que de longs fleuves tranquilles, c'est pas toujours simple, mais si on peut apporter à un moment donné de manière très modeste cette aide à ces salariés-là, je pense qu'on a réussi notre mission. Mais encore une fois, en ayant cette modestie de ne pas mélanger les métiers, mais de plutôt faire appel à ces spécialistes qui peuvent compléter, nous accompagner et accompagner les entreprises. Alors, une dernière question, parce que le temps court. Aujourd'hui, on nous demande quelle est notre stratégie pour aller chercher le marché caché. Philippe ou Géraldine, lequel a envie d'intervenir sur ce sujet? Je peux commencer, Philippe, tu peux faire ça. Effectivement, je parlais tout à l'heure des différents experts qui interviennent dans notre méthodologie d'accompagnement. Il y a un expert qui s'appelle l'expert marché. Et ces experts marchés sont des collaborateurs du cabinet qui interviennent sur des bassins d'emploi pour être en relation permanente avec les entreprises qui recrutent. L'idée est d'établir des liens de partenariat avec les entreprises qui recrutent pour que lorsque nous poussons les candidatures de nos candidats, nous ayons un accueil plus rapide, plus favorable et un échange avec nos experts marchés qui sont connus des recruteurs de ces entreprises. Donc ça, c'est le premier travail. On monte aussi des opérations spécifiques sur certains bassins d'emploi, sur certains projets, sur certains types de profils pour aller chercher les entreprises qui recrutent, qui peuvent être donc au-delà des entreprises avec lesquelles nous avons au long cours des partenariats. On appartient, vous le savez aussi, au groupe Adecco, ce qui nous permet de bénéficier d'une force de frappe. Le groupe Adecco étant la première entreprise de recrutement en CDI, CDD et travail temporaire en France, qui nous permet d'avoir accès à un nombre d'offres sur le territoire absolument phénoménal. Et puis, le marché caché, c'est vrai que quand on dit le marché caché, c'est le marché de réseau. Le fait de faire travailler, parce que tout à l'heure, Philippe a dit quelque chose d'important, notre travail, le travail de nos consultants, c'est de rendre autonomes les candidats. Et apprendre aux candidats à travailler leur réseau, c'est aussi leur apprendre à aller chercher le marché caché. Le marché caché, ce travail de réseau, de recommandation, de X à Y, qui recommande à Z, qui recommande à A, qui recommande à B, et c'est comme ça qu'on va récupérer une offre. Donc, c'est pas uniquement du travail, je dirais, systématique par le cabinet, mais c'est aussi dans la manière dont nous nous rendons autonomes et dont nous savons faire travailler leur réseau à nos candidats qui permet d'aller chercher le marché caché. Je suis sûre que Philippe va compléter. Alors, on a un outil qui a été développé par le groupe qui est Adecco Analytics. Alors, pour faire simple, qui nous permet, vous prenez donc un salarié qui va chercher dans sa zone géographique, plutôt à 30, 40, 50 km en fonction de l'activité qui est en local. Cet outil permet de cibler les entreprises qui recrutent. Et le gros avantage, c'est que ça n'atteint pas que les grands groupes, parce que les offres, souvent, c'est surtout les gros groupes. Ça atteint les PME et les PMI. Alors, ça vous donne pas forcément des offres, mais ça détecte les entreprises qui ont recruté ces derniers mois et qui permettent de mieux cibler les fameux envois groupés. Et donc, d'avoir de meilleurs résultats et de pas se décourager parce que, voilà, ça va vraiment cibler de manière très précise toutes les entreprises du coin, PME, PMI, ou grands groupes qui seraient susceptibles de recruter. Donc, c'est pas de l'offre, car encore une fois, alors ça, c'est un gros travail de persuasion au niveau des salariés. On n'a pas encore la recette miracle. C'est évident que si vous vous contentez des 30% de marché apparent, c'est exactement l'iceberg en Arctique, c'est les 70% qu'il faut attaquer. Si vous vous contentez des fameux 30%, vous allez vite vous décourager parce que vous vous retrouvez en très forte concurrence avec des dizaines de milliers de CV qui tombent parfois dans les groupes. Donc, tout travail et toute la valeur ajoutée du cabinet, c'est bien évidemment d'attaquer ce marché caché. Et pour avoir fait de la chasse de tête et du recrutement, vous n'avez pas d'offre. Donc, vouloir se contenter, c'est l'objet de beaucoup de débats, y compris des représentants du personnel, des fameuses OVE, c'est se mettre à côté de tout ce marché caché. Donc, il faut, notre travail, c'est ça. Notre valeur ajoutée, c'est ça. Si on se contente, évidemment, de prendre que les offres apparentes, je pense qu'on n'a pas fait notre travail. Et je pense que toute l'évolution de la méthodologie sur laquelle on travaille depuis plusieurs années, qu'on fait évoluer tous les 2 ans, avec entre autres cette arrivée de l'expert image et de l'expert marché, à mon sens, va tout à fait dans ce sens-là pour nous aider à mieux réussir. J'ai 10 secondes pour compléter. C'est court, hein, 1 seconde. 1 seconde.
Le digital permet aussi finalement de faire le travail inverse, c'est de rendre visibles toutes les candidatures de nos candidats qui publient leur CV et qui tombent dans une base qu'on appelle le Digital Talent Exchange, où nos partenaires recruteurs peuvent venir voir. C'est-à-dire qu'on inverse en fait. On donne à voir à tous ceux qui souhaitent, qui ont des besoins en recrutement, les CV travaillés par notre équipe d'experts Images de Mars, les CV de nos candidats. C'est aussi une manière de lutter ce marché caché, de donner à voir des CV plutôt que de répondre à des annonces. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, pour conclure, je vous informe que notre livre blanc, le livre blanc sur l'accompagnement des transitions professionnelles, qui a été rédigé par le labo et nos experts, nos clients, les partenaires sociaux, les candidats également. Donc, on a vraiment des témoignages et des chiffres. Vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire à toutes les personnes qui ont participé au webinaire. Et puis, je voulais également vous informer qu'on aura un prochain webinaire le 4 février sur former ou recruter, quelles réponses en temps de crise, avec co-animé avec General Assembly, avec la présence de deux témoins, l'un de Schneider Electric et l'autre de BNP Cardiff. Donc j'espère que vous vous y inscrirez. Vous pouvez retrouver ces invitations sur notre chaîne LinkedIn. Donc je vous remercie beaucoup pour ces échanges et merci à Géraldine, Nancy et Philippe d'avoir partagé leur passion et également nous avoir fait part aussi de la fierté de pouvoir contribuer à la réussite de leurs candidats. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.